Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque le Mahdi, alias le grand monarque, sera à la tête de la France. Et donc ce sera le début de la fin pour la dictature sataniste. Le début de la fin, puisque avant qu'elle disparaisse complètement, il faudra bien sûr qu'il se passe encore moult événements. Alors, dans les mots qui circulent, nous avons, les mots qui circulent un peu partout, nous avons espace-temps, voyage dans le temps, 4e dimension, 5e dimension, autrement dit 4D, 5D dans le vocabulaire du New Age. Nous avons aussi multivers, univers parallèle, et voilà. Donc tous ces termes sont liés. Espace-temps, multivers, univers parallèle, voyage dans le temps, j'en oublie, bon, enfin ce que je dis. Tous sont liés et tous renvoient à la même idée. Alors laquelle? L'idée que l'espace et le temps ne font qu'un. Cette idée est fausse. Alors je vais vous lire, en commentant et en rajoutant peut-être des considérations, un extrait de mon petit livre « 7 mensonges scientoïdes ». Le temps et l'espace ne feraient qu'un. C'est ce que prétendent à l'unisson les scientifiques médiatisés. Citation. La relativité d'Einstein nous apprend que l'espace et le temps sont liés. Par conséquent, la variation d'un déplacement dans l'espace influe sur le déplacement dans le temps. Avec la théorie, alors autre citation, avec la théorie de la relativité restreinte, Einstein avait démontré le besoin de dépasser les concepts de temps et d'espace absolu, mais la substantifique moelle de la théorie ne devint réellement disponible que lorsque Minkowski découvrit l'existence du concept sous-jacent d'espace-temps. Déjà, remarquez un truc. Alors déjà, je sais, vous lisez, vous entendez ça et vous vous dites, oulala, c'est scientifique, je vais rien comprendre, c'est trop fort pour moi. Et le roi est bien habillé. Petite référence, petit clin d'œil à l'histoire de les beaux habits du roi. Où le roi est nu, mais tout le monde croit qu'il est habillé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne voient pas les habits du roi. Je reviens. On relit la citation et dites-vous bien que vous pouvez comprendre ce qui est dit, même si, vous pouvez comprendre. Avec la théorie de la relativité restreinte, Einstein avait démontré le besoin de dépasser les concepts de temps et d'espace absolu. Alors qu'est-ce qu'il entend par temps et espace absolu? Que le temps est une chose, et que l'espace en est une autre, tout simplement. Donc le mot absolu, là, il crée une espèce d'halo, de brouillard, mais en réalité, que faut-il comprendre par concept de temps et d'espace absolu? Une distinction, une séparation entre l'espace et le temps. Vous remarquerez que dans la langue, dans toutes les langues, le mot espace et le mot temps sont deux mots différents. Il n'y a pas un seul mot pour les deux. Il y a un mot pour l'espace, un mot pour le temps, et c'est valable pour toutes les langues. Mais la substantifique moelle de la théorie ne devint réellement disponible que lorsque, alors là c'est blablabla, on revient sur quelque chose, lorsque Minkowski découvrit l'existence du concept sous-jacent d'espace-temps. Minkowski découvrit l'existence du concept sous-jacent. Comment peut-on découvrir l'existence d'un concept? Il y a deux types de concepts. Ceux qui existent de base dans la langue, et ceux que l'on crée, c'est tout. Ce qui existe de base dans la langue, c'est certainement qu'on en a besoin pour penser. Le concept de banane existe de base dans la langue pour rendre compte de la réalité de la banane. Après, on peut inventer de nouveaux concepts qui correspondent à des réalités, ou réinventer des concepts. Quand je parle de ténébrifère, j'invente rien en réalité, puisque vous avez vu, le mot existait déjà au Moyen-Âge. Bon, le mot permettait de rendre compte d'une réalité, le fait que le diable apporte les ténèbres. Minkowski aurait découvert un concept sous-jacent d'espace-temps, autrement dit, il aurait découvert que l'espace et le temps ne forment qu'un seul continuum, que l'espace égale le temps, que le temps égale l'espace. Autrement dit, on devrait pouvoir mesurer le temps qui passe avec des mètres, et l'espace avec des minutes. Ah oui, si l'espace égale le temps, on doit pouvoir mesurer la largeur d'une pièce en heures ou en minutes, et on doit pouvoir évaluer l'heure qu'il est en centimètres. Si ça vous paraît débile,
posez-vous les bonnes questions. Si ça vous paraît débile, c'est peut-être éventuellement que c'est débile. Alors, je reviens maintenant à ce que j'ai écrit. Cette notion d'espace-temps avec le tiret a été préfigurée et préparée par une autre notion, celle de quatrième dimension. Donc, espace-temps est lié à quatrième dimension. Quatrième dimension, dans le vocabulaire New Age, c'est quelque chose, mais au départ, la quatrième dimension, au départ, je remonte pas à la nuit des temps, là, pour le coup, hein. Je remonte à la première personne qui a inventé ce concept. Ça date du 19e siècle, où il y a eu quand même des pistes au 18e siècle. Donc, la notion de quatrième dimension, au départ, c'est le temps. Aujourd'hui, on le définit autrement. On la définit autrement, la quatrième dimension. Enfin, ça dépend des gens. Alors, je reviens donc à ce que je disais. On a la notion d'espace-temps avec un tiret espace-temps qui a été forgé par Minkowski et qui, soi-disant, aurait découvert grâce à Einstein que les minutes égale les mètres ou les secondes égale les centimètres. Et si vous me dites non, ça n'a rien à voir, tu caricatures, c'est faux, je ne caricature pas, je simplifie en faisant ressortir le message principal. Si le message est idiot, ce n'est pas ma faute. Accusé Einstein et Minkowski. Je reviens donc sur la notion d'espace-temps. Elle a été préfigurée et préparée par une autre notion, celle de quatrième dimension. La quatrième dimension, entre guillemets, c'est le temps. Or, maintenant, donc, on va s'intéresser à l'origine de cette expression, quatrième dimension, pour parler du temps. Or, qui a le premier rebaptisé le temps, quatrième dimension, prétendant ainsi que le temps n'est en fin de compte qu'une dimension au même titre que la largeur, la profondeur ou la hauteur? Oui, parce qu'au départ, les trois dimensions, c'est largeur, profondeur, hauteur. C'est les trois dimensions qui permettent, par exemple, de mesurer un parallélépipède rectangle. Donc je répète, les trois premières dimensions, c'est largeur, profondeur, hauteur. Quand vous montez une armoire Ikea, vous avez besoin de la largeur, la profondeur et la hauteur. Et le temps serait la quatrième dimension. Le temps que vous mettez pour monter l'armoire, par exemple. Voilà. Et si ça vous avez l'impression d'avoir compris, méfiez-vous, parce que vous avez peut-être compris quelque chose où il n'y a rien à comprendre. C'est juste rigolo, quoi. Alors, qui est donc la première personne qui a rebaptisé le temps quatrième dimension? Un scientifique, sans doute, point d'interrogation? Un chercheur méthodique et scrupuleux, s'appuyant sur des expériences scientifiques rigoureuses? Eh bien non, pas du tout. L'idée selon laquelle le temps peut être considéré comme une quatrième dimension est apparue en 1754 dans l'article Dimension, au pluriel, de l'encyclopédie. L'article est de Jean Leron d'Alembert, qui attribue l'idée à un ami à lui. C'est donc un philosophe, ou plus précisément l'ami d'un philosophe, qui a forgé l'expression quatrième dimension pour parler du temps. Donc la philosophie et la science, la vraie philosophie et la vraie science, en général, pas grand-chose en commun. Donc quatrième dimension, c'est une expression qui a été forgée pour parler du temps par l'ami d'un philosophe au XVIIIe siècle. Plus d'un siècle plus tard, ce thème du temps comme quatrième dimension est devenu populaire grâce à un roman, La machine à voyager dans le temps, 1895. Donc cette pseudo-découverte d'Einstein, relayée par Minkowski, je pense que là je l'ai prononcé correctement, Minkowski, eh bien au départ, elle est initialement sortie de la caboche d'un philosophe et de l'imagination d'un romancier. Sachant que la fiction n'accouche jamais de la vérité, cela constitue déjà un indice significatif de son inconsistance. Alors maintenant, parlons donc de l'auteur de À la machine à voyager dans le temps, H.G. Wells. H.G. Wells fut surnommé le bulldog de Darwin en raison de son soutien hargneux et pugnace à Darwin. Dans les premières pages de son roman, La machine à voyager dans le temps, le héros explique que pour qu'un objet soit plus qu'une abstraction, il faut non seulement qu'il ait une hauteur, une largeur et une profondeur, mais aussi une certaine durée. Alors, citation, tirée donc de La machine à voyager dans le temps, « De toute évidence, dit le voyageur temporel, tout objet réel doit avoir une extension dans les 4 directions. Il doit avoir une longueur, une largeur, une épaisseur et une durée. » Alors, il faut bien comprendre dans quel contexte on se situe. C'est le début d'un roman avec du blabla pseudo-scientifique pour justifier l'idée de voyage dans le temps, qui était une nouveauté à l'époque.
La machine à voyager dans le temps, c'est le premier roman avec un voyage dans le temps. Donc, il est tout à fait logique que son auteur ait éprouvé le besoin de faire du blabla pseudo-scientifique pour justifier le thème principal de son livre. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça paraît très naturel dans des romans ou dans des films que des personnes voyagent dans le temps. On trouve ça normal, parce qu'il y en a eu beaucoup avant, dans d'autres films et dans d'autres romans. Mais à l'époque, c'était le premier, donc forcément, il a senti le besoin de justifier. Pour cela, il joue sur les mots. Que dit-il ? Un objet réel doit avoir une extension dans les 4 directions. Longueur, largeur, épaisseur et durée. Mais en réalité, la durée n'est pas une direction. Hein ? Les directions, c'est nord, sud, est, ouest. C'est pas longueur, largeur, épaisseur, durée. D'ailleurs, longueur et largeur ne sont pas des directions. Donc quand il les qualifie de direction, il traficote le sens du mot direction pour pouvoir rassembler la durée dans un même sac avec la longueur, la largeur et l'épaisseur. C'est un pur sophisme. Et c'est normal, c'est un romancier. Là, pour le coup, il n'y a rien à lui reprocher. Il fait un boulot de romancier. C'est pas un scientifique. Du coup, dit le voyageur, on doit considérer le temps comme la 4e dimension. Citation. Il y a vraiment 4 dimensions, 3 que nous appelons les 3 plans de l'espace, et une 4e, le temps. Fin de la citation. Le voyageur temporel explique ensuite que notre impression que le temps est distinct de l'espace n'est qu'une illusion, causée par le fait que notre conscience se déplace dans une seule direction, tout au long de notre vie, le long de cette 4e dimension. Relisons le passage. Il y a vraiment 4 dimensions, 3 que nous appelons les 3 plans de l'espace, et une 4e, le temps. Bon, je sais que c'est un peu dur là ce que je vous raconte, ça demande un peu de cogitation, je reconnais, c'est un peu ardu. Bon, si vous avez la motivation nécessaire, achetez-vous mon livre et puis lisez-le tranquillement, ça vous aidera à mieux comprendre. Même si, bon là, je prends mon temps aussi pour bien expliquer les choses, enfin j'essaye. Pour récapituler ce qui ressort pour l'instant. On mélange l'espace et le temps depuis Minkowski, qui lui-même s'est appuyé sur Einstein. Donc c'est Minkowski et Einstein qui ont vraiment mélangé l'espace et le temps et prétendu qu'il s'agit de la même chose, l'espace-temps avec un tiret entre les deux. Cependant, ils avaient des ancêtres intellectuels, et comme par hasard, ce ne sont pas des scientifiques. Minkowski lui-même n'est pas scientifique, c'est un philosophe. Donc on a un Einstein, un scientifique entre guillemets, en réalité c'est un pseudo-scientifique, et un philosophe. Et ils s'appuient eux-mêmes sur quoi ? C'est-à-dire qui sont les premiers à avoir dit que l'espace serait une dimension, que le temps serait la 4e dimension, c'est l'ami d'un philosophe, des Lumières, pseudo-Lumières, au XVIIIe siècle, puis H.G. Wells, qui lui a plus développé la chose, le thème, pour justifier le sujet de son roman. Il fallait bien qu'il le justifie d'une manière ou d'une autre. Donc vous voyez déjà, c'est quand même très très mauvais signe pour la notion pour le concept d'espace-temps. Si on prend conscience que son origine c'est dans un roman et dans l'imagination d'un philosophe, c'est déjà des gros indices qu'on a affaire à du n'importe quoi. Alors revenons donc à la citation de Wells. Il y a vraiment 4 dimensions, 3 que nous appelons les 3 plans de l'espace et une 4e, le temps. Cela vous paraît une proposition raisonnable ? C'est plutôt un sophisme séduisant que H.G. Wells n'a d'ailleurs avancé que pour donner un peu de crédibilité au thème hautement fantaisiste et à l'époque tout neuf de son roman. Étant donné qu'on ne voyage que dans l'espace, pour créer l'illusion qu'on peut aussi voyager dans le temps, il est absolument nécessaire d'assimiler le temps à l'espace. Je répète, étant donné qu'on ne voyage que dans l'espace. Pour créer l'illusion qu'on peut aussi voyager dans le temps, il est absolument nécessaire d'assimiler le temps à l'espace. Alors, il y a beaucoup de gens, de scientifiques, qui ont contredit Einstein et Minkowski, qui les ont réfutés d'ailleurs, de façon purement logique. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais de nos jours, ils n'ont pas droit à la parole, ils sont pas republiés, etc. Je vous le signale simplement, pour dire que c'est pas moi seul qui ai réfuté ça. Examinons tout de suite quelques objections de bon sens à l'idée trompeuse selon laquelle le temps serait la 4e dimension. Alors, question. Le grand méchant loup est-il le 4e petit cochon ? Je répète, le grand méchant loup est-il le 4e petit cochon ? On va voir la réponse à cette question. Il est vrai que la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur et la durée
peuvent être regroupés sous le titre « conditions à remplir pour qu'un objet existe ». Mais ce fait incontestable ne prouve absolument pas ce que Wells, ou plutôt son voyageur imaginaire, prétend prouver. Que le cheval et le chat soient des mammifères ne fait pas du chat une race particulière de cheval. Que les fruits et les légumes puissent être rassemblés sous l'étiquette « partie comestible de certains végétaux » ne fait pas de la laitue frisée et de l'oignon vert des fruits comme les autres. Naf Naf, Nif Nif, Nouf Nouf et le grand méchant loup sont à eux quatre les personnages d'un conte célèbre, et pourtant personne ne voit le grand méchant loup sous les traits du quatrième petit cochon. Que la durée soit, au même titre que la hauteur, la largeur et la profondeur, une condition d'existence, n'entraîne absolument pas que le temps soit une dimension au même titre que les trois dimensions bien connues. Tout comme le grand méchant loup mangerait les trois petits cochons s'il en avait la possibilité, le temps s'emploie à grignoter les trois dimensions des choses. C'est lui qui érode la pyramide de Khéops. C'est lui qui réduit petit à petit la hauteur de Venise en l'enfonçant sous l'eau. C'est lui qui réduit l'épaisseur des livres en usant leur couverture et en déchirant leurs pages. Lui qui tasse les vieillards. Le temps n'est pas une dimension comme les autres. Le temps est, métaphoriquement, le prédateur des dimensions. C'est lui qui, en fin de compte, les réduit à néant. Alors on peut trouver ce que je dis est métaphorique, mais pas plus et pas moins, enfin, en tout cas pas plus, que ce que dit Einstein et l'autre. Nous devons aussi noter que certaines choses, entre guillemets, au sens large, ont une durée sans avoir trois dimensions. C'est le cas des sentiments. L'amour n'a pas de largeur, de hauteur, de longueur et de profondeur, sauf en un sens métaphorique, pour la profondeur. Et pourtant, il a bien une durée. D'après le romancier Frédéric Beigbeder, celle-ci serait précisément de 3 ans. Romantique, vous êtes romantique et croyez à l'amour éternel, ça ne change rien à l'affaire, puisque même dans ce cas, le cas de l'amour éternel, l'amour a une durée infinie. Comme les sentiments, les événements ont une durée sans avoir de dimension. Ainsi la bataille de Marignan a duré un certain temps, mais on ne peut mesurer ses dimensions comme on le ferait pour un parallélépipède rectangle. La bataille de Marignan n'a ni largeur, ni hauteur, ni longueur, ni profondeur, ce qui confirme que la durée n'est pas une dimension. Puisqu'on peut trouver des événements, des choses qui ont une durée sans avoir de dimension. Si la durée était une dimension, on ne pourrait pas la rencontrer indépendamment des autres dimensions. De la même manière qu'on ne trouve pas d'objet qui ait une largeur sans épaisseur ou une hauteur sans largeur. Une dernière remarque s'impose. Si le fait qu'un objet n'existait qu'à condition d'avoir 3 dimensions et une durée était une raison suffisante pour assimiler le temps à l'espace, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose dans l'autre sens? Pourquoi est-ce qu'on n'assimilerait pas l'espace au temps plutôt que le temps à l'espace? On pourrait dire par exemple que la hauteur est la 2e durée, la largeur la 3e durée, et la profondeur la 4e durée. Ça crée de la confusion, je suis d'accord, mais pas plus que de nommer le temps la 4e dimension. Donc je récapitule. Si on prétend que le fait que pour qu'une chose existe, il faut qu'elle ait 3 dimensions et une durée, ça suffit à considérer que la durée est une dimension comme les autres, pourquoi ne pas faire la même chose dans l'autre sens et décider que la largeur, la hauteur et la profondeur sont des durées, elles aussi. Il n'y a aucune raison de dire que c'est forcément dans un seul sens. On peut assimiler le temps à l'espace, mais on peut aussi assimiler l'espace au temps. Et dire par exemple que une pièce ne fait pas 4 mètres, mais qu'elle fait 4 minutes. Donc on pourrait très bien considérer que la hauteur est une durée, la largeur est une durée, et la profondeur est une durée. Que tout ça, c'est les 2e, 3e et 4e durées. Bon, je sais pas si je vais encore continuer longtemps sur ce thème, je sais que c'est ardu, et même moi j'en commence à en avoir un peu à la casquette, j'avoue. Je vais vous dire ma conclusion sans faire toute la démonstration, et puis je reviendrai peut-être un peu plus tard. L'espace-temps est un concept bidon qui repose simplement sur un trait d'union. C'est pas un concept qui correspond à quelque chose de réel, c'est un mot forgé, un néologisme, qui ne correspond à rien dans la réalité. L'espace et le temps sont deux choses différentes et distinctes. On ne peut pas les confondre. Si on les confond, on est dans la confusion. On se mélange les pédales. On pédale dans la semoule. Voilà.
Et l'idée d'espace-temps avec le tiret, c'est ça relève du jargon artificiel. On peut faire une opposition en effet entre jargon artificiel et langue naturelle. Par exemple, homme-singe avec un tiret entre les deux, ça relève du jargon artificiel. Bon, je vais revenir quand même à mon livre là. Après la quatrième dimension popularisée par H.G. Wells, quatrième dimension qui avait préparé les esprits crédules à accepter l'idée que le temps et l'espace sont une seule et même chose, Albert Einstein et Hermann Minkowski, toujours lui, poussèrent le bouchon encore plus loin en inventant le continuum spatio-temporel, avec le tiret spatio-temporel, et l'espace-temps avec un tiret aussi, deux expressions équivalentes. Donc espace-temps égale continuum spatio-temporel. Notez que La machine à explorer le temps est publiée en 1895 et que Minkowski invente l'espace-temps en 1907. 12 années seulement séparent les deux fictions. Autrement dit, c'est bien clair que Minkowski a été influencé et par Einstein et par La machine à explorer le temps. Et d'ailleurs, Einstein, à mon avis, a été sûrement influencé lui aussi par La machine à explorer le temps. Lorsqu'on prend deux mots dont les sens sont irréductibles l'un à l'autre, et qu'on en fait un seul mot en les unissant par un tiret, on crée un néologisme. Ce nouveau mot peut donner l'impression qu'il correspond à une réalité qui serait restée inaperçue jusque-là, mais c'est rarement le cas. En effet, si les deux noms ont des sens bien distincts, irréductibles l'un à l'autre, ce n'est probablement pas pour des prunes. La langue naturelle reflète assez fidèlement le monde tel qu'il est. La langue naturelle, c'est celle qui n'est pas triturée délibérément par des philosophes. Dans la langue naturelle, surtout quand on remonte vers les étymologies, on a en fait des vérités importantes sur le monde, qui sont véhiculées par le sens même des mots. Et les gens qui trafiquent la langue, qui falsifient la langue, déforment la pensée et nous empêchent de penser la réalité. De penser à la réalité et de penser la réalité, c'est-à-dire d'en avoir conscience. Naturellement, donc je disais que la langue naturelle reflète assez fidèlement le monde tel qu'il est. Naturellement, cela ne signifie pas que à tout mot correspond une réalité une seule. D'une part parce qu'un mot peut désigner une créature imaginaire, par exemple licorne, et d'autre part parce que les synonymes existent, par exemple tête, caboche, ciboulot, cafetière. Mais en général, quand deux mots ont des sens bien différents, ils correspondent à des réalités bien différentes elles aussi. Règle générale, en langue naturelle, les mots ne sont pas trompeurs, ils disent honnêtement quelque chose de vrai sur ce qu'ils désignent. C'est quand la langue naturelle se change en jargon artificiel qu'on entre dans un labyrinthe de miroirs aux reflets illusoires et décevants. Tout ceci étant dit, il y a de fortes chances pour que la réunion de ces deux termes, temps et espace, ne corresponde pas à une révélation fulgurante sur la véritable nature de l'univers, mais plutôt à une manipulation idéologique et contre-nature du langage, tendant à faire croire ce qui n'est pas, autrement dit du blabla pseudo-scientifique, du vocabulaire de science-fiction. Et justement, tiens, comme par hasard, ce sont précisément les auteurs de science-fiction qui utilisent le plus volontiers les expressions espace-temps et continuum spatio-temporel. De plus, comme on l'a vu, c'est un roman de science-fiction qui a initié la confusion entre les notions d'espace et de temps. Confusion qui reste d'ailleurs assez limitée puisqu'elle n'a jamais lieu dans la vie quotidienne. Personne ne confond 2 minutes et 2 centimètres, personne n'arrive au 3 bis rue de Bonaparte en croyant arriver à 3 heures et quelques, et personne ne s'imagine qu'en courant très vite en marche arrière, il va remonter le temps. Alors, petite anecdote, Einstein a dit dans une interview qu'il n'aimait pas les romans de science-fiction. Est-ce parce qu'il se situe aux antidotes ou parce qu'il n'aime pas la concurrence? Moi, je pense que c'est parce que il n'aimait pas la concurrence. Et que c'est là qu'il a trouvé ses sources d'inspiration. Alors, revenons aux mots. Donc là, j'entre dans des considérations linguistiques. Pourquoi, en partant de l'espace-temps, j'en arrive à des considérations linguistiques? Eh bien, parce que espace-temps, avec le tiret entre les deux, c'est vraiment une escroquerie intellectuelle. Donc c'est juste un jeu de mots, d'une certaine façon. Du coup, il est important, pour comprendre à quoi on a affaire, de resituer espace-temps dans le vocabulaire, voilà, dans la sémantique. Alors, y a-t-il des noms composés, avec le petit tiret, qui sont comparables à espace-temps? Alors, on prend des exemples. On a sèche-cheveux avec tiret,
casse-noisette, presse-citron, tire-fesse, porte-plume. Mais ces mots-là ne sont pas formés de deux noms, mais d'un verbe et d'un nom qui le complètent. De plus, ils désignent des objets réels et bien définis. On sait très bien ce que c'est qu'un sèche-cheveux, casse-noisette, presse-citron, etc. Et donc c'est différent puisque espace et temps c'est deux noms, alors que sèche-cheveux c'est un verbe et un nom. Pareil pour casse-noisette, presse-citron, tire-fesse et porte-plume. Si vous avez l'impression que je m'éloigne du sujet principal, ben vous vous trompez, parce qu'en fait le sujet principal c'est une arnaque sur les mots. Hein. Donc c'est logique que je m'attarde sur les mots. Femme-objet avec un tiret, ressemble davantage à espace-temps, car d'une part femme et objet sont deux noms, comme espace et temps, et d'autre part, femme et objet ont des significations incompatibles, tout comme espace et temps. Cependant, c'est quand même très différent. Pourquoi ? Lorsqu'on parle de femme-objet, on ne prétend pas qu'il y a des créatures qui seraient simultanément des femmes et des objets. On n'est pas en train de dire qu'il y a des femmes qui sont réellement des objets. Dans femme-objet, femme a un sens littéral, on parle de vraie femme, tandis que objet a un sens métaphorique. Ce qui fait que femme-objet, c'est un raccourci pour dire femme qu'on traite comme un objet. Ou femme qui se considère elle-même comme un objet. L'un des deux noms étant pris au sens figuré, la logique est sauve. Autrement dit, le mot composé femme-objet, il a du sens, et il est logique dans la mesure où il y a un des deux noms qui est pris au sens métaphorique. Donc c'est normal, quoi. Sèche-cheveux, il n'y avait aucun problème puisque c'était simplement une espèce de raccourci pour objet qui sèche les cheveux. Donc le sèche-cheveux, c'est un objet qui sèche les cheveux. On comprend que du coup, on est relié sèche et cheveux par un tiret. C'est naturel. Femme-objet, c'est naturel aussi dans la mesure où c'est femme que l'on prend comme pour un objet ou que l'on considère comme un objet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme du même genre que femme-objet ? On a oiseau-mouche, poisson-lune, requin-marteau. Et en fait, c'est pareil, c'est-à-dire qu'un oiseau-mouche, oiseau-mouche, c'est un oiseau qui ressemble à une mouche, il est tout petit. Donc le second mot correspond à une métaphore. Poisson-lune, pareil, on ne parle pas d'un être qui serait à la fois un poisson et la lune, ça n'existe pas, mais d'un poisson qui ressemble à une lune. Requin-marteau, pareil, il a une tête de marteau le requin, donc c'est un requin qui ressemble à un marteau. Donc là, chaque fois, mouche, lune et marteau sont des simples points de comparaison. L'oiseau-lune a la taille d'une mouche, le poisson-lune a la forme d'une lune, et quant au requin-marteau, il a une tête à enfoncer des clous, il a une tête de marteau. La forme. Du coup, là, ce qu'on constate, c'est que finalement, dans la langue naturelle, on n'a pas de mot qui ressemble à espace-temps. Ni sèche-cheveux, ni femme-objet, ni requin-marteau n'ont une formation lexicale comparable à celle d'espace-temps. Alors, est-ce qu'on a quand même des mots composés qui, comme espace-temps, unissent par un tiret deux noms de sens incompatibles en les prenant tous les deux au sens littéral ? Oui, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a mort-vivant, homme-singe et dino-oiseau. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est ceux-là que j'ai trouvés. Alors, est-ce que ces mots désignent des êtres réels ou des créatures imaginaires ? Pour le mort-vivant ou zombie, c'est une fiction. Mort-vivant, il n'y a pas de mort-vivant. Soit on est mort, soit on est vivant. Alors, les morts-vivants, c'est juste des fictions dans les films et dans les romans. Voilà. Personne n'y croit, à part les gens qui ont vraiment trop regardé Netflix, etc. Pour l'homme-singe, avec le tiret, pris au sens de maillon intermédiaire entre le singe et l'homme, beaucoup de gens croient à son existence, puisque beaucoup de gens croient à la théorie de l'évolution, mais quand on regarde les découvertes paléontologiques, on s'aperçoit que tous les fossiles qui se sont portés candidats à cette fonction ont été disqualifiés. C'est-à-dire que les fossiles qui ont été baptisés chaînon entre l'homme et le singe, soit c'était des ossements de singe, soit des ossements d'homme, soit des faux composites avec crâne d'homme et mâchoire de singe, ou vice-versa. Pareil pour dino-oiseau. En fait, soit c'est les fossiles d'oiseaux, soit des fossiles de dinosaures, soit des mélanges des deux, mais composites, quoi. C'est-à-dire qu'on a mis des dents de dinosaures à des squelettes d'oiseaux, par exemple. Ou des squelettes de dinosaures avec des ailes d'oiseaux. Donc, qu'est-ce que ça implique, ça ? Alors, souvenez-vous de ce que nous avons vu tout à l'heure. Lorsque l'on prend deux noms dont les sens sont irréductibles l'un à l'autre, et qu'on en fait un seul mot en les réunissant par un tiret, on crée un néologisme. Ce nouveau mot peut donner l'impression qu'il correspond à une réalité restée inaperçue jusque-là, mais c'est rarement le cas, ou peut-être que ce n'est jamais le cas. Mort-vivant, homme-singe et dino-oiseau le confirment. Pourquoi passer autant de temps à discuter de sémantique à propos d'un sujet réputé scientifique ? Parce que ce sujet, en fait, n'est pas scientifique.
Affirmer que le temps et l'espace forment un seul espace-temps, ce n'est pas énoncer une théorie scientifique, c'est manipuler le langage et jouer avec les mots. Bon, je sais pas si je vais continuer parce que ça commence quand même à être relativement long. Ah oui, ça fait quand même 30 minutes que je parle. Donc, soit je vais en rester là, soit, et je vous laisse tirer les conclusions vous-même, soit je continuerai dans une autre vidéo. En fait, j'avais déjà fait cette vidéo, plus ou moins, mais bon. Comme je sais que vous n'allez pas forcément fouiller dans mes vieilles vidéos, et puis peut-être je les supprimer aussi si c'est possible. Voilà. Toutes les notions de 4D, 5D, univers parallèle, multivers, voyage dans le temps, continuum spatio-temporel, espace-temps, tous ces concepts-là ne sont que des mots. C'est des mots vides et creux, qui ne correspondent à rien. Ou alors, s'ils correspondent à quelque chose, ils correspondent à quelque chose qui en fait un autre nom qui est plus juste. Par exemple, pour la 5D, un mot beaucoup plus juste serait l'invisible. Les concepts d'univers parallèle, ça ne tient pas du tout la route, parce que s'ils sont parallèles, ils sont parallèles quelque part, donc on est toujours dans le même espace. Si vous prenez par exemple, je sais pas moi, 2 tables, vous les mettez parallèles l'une à l'autre, elles sont parallèles où? Dans un même lieu, dans la pièce quoi. Donc si vous avez 2 univers, soi-disant, et que vous les mettez en parallèle l'un à l'autre, vous êtes où? Vous êtes dans un lieu plus vaste. Donc en réalité, on est toujours dans le même univers, puisque le mot univers, de toute façon, déjà, il est foireux. Mais bon, ça veut pas dire grand-chose, univers. De toute façon, il y a l'espace. L'espace est vide, voilà, c'est tout. Et après, tout est dedans. Visible ou invisible. Dieu nous a bien informés de ça, c'est-à-dire que on a le monde visible et le monde invisible, mais en fait, ils sont dans le même espace. Les djinns sont avec nous. Les anges sont avec nous, ils sont dans le même lieu. Sauf qu'il y a des anges, il y a plus d'anges peut-être dans le ciel, certainement dans le ciel. Mais c'est le même espace. Et là, je l'affirme de façon catégorique, je le démontre pas, parce que pour le démontrer, ça serait super long. Mais en même temps, le bon sens vous l'indique, hein. C'est une question, en fait, de bon sens. Est-ce que vous voulez raisonner avec votre bon sens, ou est-ce que vous vous laissez éblouir par des concepts pseudo-scientifiques qui ont été inventés pour vous égarer? C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de voyage dans le temps, ça n'existe pas les voyages dans le temps. Il n'y a pas de... D'ailleurs, même la physique quantique... Bon, bref, passons. Mais foutaise fumeuse. Voilà. Et 4D, 5D, univers parallèle, multivers, c'est que des mots. C'est juste des mots. Des jeux sur les mots. Et à la différence de ténébrifère, qui correspond à une réalité, puisqu'il y a vraiment un diable qui existe et qui apporte les ténèbres, y compris en utilisant les mots 5D, y compris en utilisant les mots multivers, etc., ces autres mots-là, avec toute leur connotation de science-fiction, c'est des mots creux, des mots vides, du blabla en fait. Et si vous vous laissez influencer, manipuler, convaincre par ces mots, vous vous laissez persuader par du vent. Il n'y a rien derrière. En termes de vrai sens, en termes de réalité, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Il n'y a qu'un univers. Après, peut-être il y a plusieurs terres, ça c'est autre chose. Hein. Plusieurs terres. Peut-être qu'il y a d'autres continents très loin. Tout ça, c'est possible. Mais en termes d'espace, il n'y a qu'un espace. Celui où on est. S'il y a des univers parallèles, ils sont parallèles dans le même espace. Et la télévision, Twilight Zone, la 4e dimension, c'est des fictions. Des fictions. Il y a beaucoup de choses extraordinaires, mais il n'y a rien d'illogique dans le monde. Dieu peut faire ce qu'il veut. S'il veut faire sortir une chamelle d'un rocher, il le fera. Il l'a fait déjà. Mais l'idée que l'espace égale le temps, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise au même titre que 1 plus 1 égale 3. C'est tout aussi de la foutaise qu'à la Trinité chrétienne. En fait, c'est pareil. C'est du même ordre. C'est-à-dire que dans les deux cas, on a affaire à une contradiction logique, quoi, un truc impossible au niveau de la logique. Et Dieu nous a donné la logique pour connaître et découvrir la vérité. Donc tout est logique dans son univers. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, oui, parce que on n'a pas toutes les cartes en main, on raisonne pas suffisamment bien, etc. Il nous manque des éléments.
Mais tout est logique. Tout est logique. L'espace-temps n'existe pas. Il y a l'espace et il y a le temps. Ce sont deux choses différentes. Bon, là, je suis catégorique, affirmative, j'argumente pas. Mais j'ai déjà pas mal argumenté, je pense. Et puis, je ferai peut-être encore une autre vidéo sur le même sujet. À bientôt, les amis.